Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations à l'usage des élèves de terminale et du supérieur. Attention, ces dissertations ne visent pas à être copiées telles quelles, mais à donner des idées. Et je voudrais aborder ici un sujet de philosophie morale. Est-ce que la conscience morale n'est que le résultat de l'éducation ? On sait à quel point, en Europe occidentale, à partir des années 70, ce sujet a été central dans les dissertations en philosophie, dans l'approche de l'homme. À savoir qu'une école s'est levée pour dire que le bien et le mal moraux étaient subjectifs. Des études sociologiques ont été mises en avant pour montrer à quel point certaines sociétés ne voyaient pas du tout les mêmes choses que la morale occidentale pour le bien et pour le mal. Et en même temps, très curieusement, l'Europe occidentale a exalté comme étant une valeur universelle celle de l'humanisme qu'il mettait en avant, celle de la tolérance pour la pensée d'autrui. Si bien que, en fait, tout en niant l'existence d'un bien et d'un mal objectif, il a proclamé l'existence d'un bien qui était celui qu'il prônait. Donc, pour bien comprendre un sujet comme celui-là qui engage, on pourrait dire, toute la rupture qu'il y a entre la modernité occidentale et d'autre part, des civilisations différentes, comme en particulier celle de l'islam. Il faut commencer par se demander ce que c'est que la conscience morale. Ensuite, fondé sur cette définition du vocabulaire, eh bien, il faut présenter la thèse qui dit que, effectivement, la conscience morale n'a rien d'inné. C'est la thèse principalement de Jean-Paul Sartre. Ça sera l'objet de la deuxième partie. Et puis enfin, une recherche de la vérité à partir de l'expérience accumulée pendant des siècles, l'observation de l'être humain dans son comportement. Alors, en premier lieu, il faut définir le vocabulaire. La conscience morale, qu'est-ce que c'est ? Alors d'abord, la conscience. La conscience, on ne voit qu'elle n'est pas spécifiquement humaine. La conscience, c'est donc une façon d'être lucide. Ne pas être dans la nuit totale, comme un caillou l'est, puisqu'il n'a pas de système nerveux, pas de vie, comme une plante l'est, apparemment, puisqu'il n'y a pas de système nerveux, mais il y a la vie. La conscience apparaît donc, on peut dire, avec la sensation. Seulement, pour l'homme, il y a une conscience particulière, une conscience réflexive. Le fait qu'on existe, on en est conscient. Mais aussi, au-delà de l'instant présent, on sait qu'un jour on va mourir. On devine quel est notre destin, comme si notre conscience, par notre intelligence, dépassait le moment présent. Ce n'est pas le cas des animaux. Eh bien, cette intelligence, capable d'être consciente, elle a une application particulière en ce qui concerne le comportement. Ça veut dire que l'être humain est capable de prendre conscience, avec son intelligence, quand il fait le mal, quand il fait le bien, vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la nature. Pour bien comprendre ce que c'est que la conscience morale, il faut se demander si elle existe chez les animaux et en quoi elle est différente. Lorsqu'on observe des animaux supérieurs, donc proches de nous, je dirais qui ont un cerveau impliquant quelque chose de plus que les simples reptiles, comme les crocodiles, qui eux sont dans l'action immédiate très souvent, eh bien, on constate que parfois, il y a des mouvements de honte, des sentiments de honte chez eux. Pour toute personne qui a un chien, par exemple, imaginons qu'on fasse l'expérience suivante. C'est un chien qui est dressé, mais relativement. On pose sur la table une saucisse ou un gâteau, avec évidemment l'interdiction de la manger. On s'en va, et le chien, qui n'est pas tout à fait obéissant, pas très bien dressé, regarde si personne ne le surveille. Il suffit de mettre une caméra, et puis il va attraper la saucisse. Il sait qu'il a mal agi. Et donc pendant un certain temps, il va se cacher sous un meuble. Puis le temps passe, il oublie lui-même, il pense que son maître a oublié. Et donc il réapparaît. Ça ressemble à une conscience morale. Mais en fait, ça dépend comment on dresse l'animal. Cet animal n'a pas de notion du bien et du mal. Si on l'a dressé en lui disant que le bien, c'était de tuer, d'assassiner d'autres êtres humains qui, par exemple, portent un uniforme vert, eh bien, il le fera. Et s'il ne l'a pas fait, il éprouvera la même honte par rapport à son maître. Ce qui lui fait plaisir à ce chien, c'est d'être en harmonie avec celui qu'il considère comme le chef de sa meute et pour qui il serait prêt à donner sa vie.
Alors évidemment, dans la nature, les chiens étaient des loups, donc ils ont un comportement naturel. Mais l'homme peut, par l'éducation, changer ses orientations et faire que sa honte vienne à un autre moment. Alors quelle différence y a-t-il avec la conscience morale? Eh bien pour le comprendre, il faut décrire ce qui se passe chez l'être humain, la différence entre une honte psychologique, commune avec le chien, et puis la conscience morale. Un exemple très simple permet de l'expliquer. Imaginons une jeune fille qui a 17 ans, qui est amoureuse d'un garçon depuis longtemps, et puis un jour, elle va à l'école, elle rentre dans sa classe, elle croit qu'il n'y a personne, mais voilà que le garçon, par hasard, s'est caché dans la classe. Elle n'a pas vu qu'il était là. Et elle, croyant être seule, eh bien elle sort et puis elle la mange. Elle se rend compte que le garçon est là, qu'il l'a vu. Eh bien on peut dire que la nuit, elle va en faire des cauchemars. Des hauts cauchemars de honte. Comment a-t-elle pu être prise dans une situation telle que celle-là? En fait, est-ce qu'elle a commis le mal? Non, elle n'a pas commis le mal. Elle a commis une action honteuse par rapport à l'opinion que ce garçon pourrait avoir d'elle. Eh bien ça, c'est commun avec la honte animale. Par exemple, on plume un dindon, il sort sans sa magnifique queue pour faire la roue, il a honte, il se cache. La conscience morale, c'est quelque chose de très différent. Imaginons cette jeune fille, elle a une rivale, et elle a dit du mal de cette rivale à ce garçon afin qu'il s'en détourne. Elle a menti, elle a porté un faux témoignage. Mais personne s'en est rendu compte, ça ne s'est pas su. Eh bien, dans sa conscience, ça veut dire dans son intelligence qui analyse ce que c'est que l'honneur, la vérité, la droiture, il y a une souffrance qui peut apparaître, une souffrance intérieure, un remords, un repentir, quelque chose qui n'est plus la honte par rapport, je dirais, à une action déshonorante extérieurement, mais par rapport à une action déshonorante intérieurement, par rapport à des valeurs morales que l'intelligence comprend. Donc, globalement, pour le premier cas, c'est la sensibilité qui souffre du regard des autres. Et pour le deuxième cas, c'est l'intelligence qui comprend qu'on a fait quelque chose de mal, moralement. Le problème, c'est que extérieurement, les effets de la honte psychologique d'un côté et du repentir moral de l'autre côté peuvent se ressembler. Un mal-être, une forme d'angoisse, une boule au ventre. Mais la cause n'est pas la même. Et il n'est pas facile d'apprendre à discerner en soi. Pourtant, c'est nécessaire pour bien définir que la conscience morale est propre à l'homme, alors que la honte psychologique est commune avec l'homme et des animaux supérieurs. Alors maintenant, abordons la deuxième partie, c'est-à-dire des auteurs qui soutiendraient cette thèse, à savoir que la conscience morale serait exclusivement le fruit de l'éducation ou encore de ses choix. Et donc qui nierait qu'il y a un bien et un mal objectif. L'auteur le plus connu pour défendre cette thèse, c'est un existentialiste, ou plutôt l'inventeur de l'existentialisme, à savoir Jean-Paul Sartre, dans les années 1950, après les deux guerres mondiales. Sa thèse, son système philosophique consiste à dire que l'homme est comme une table rase, tabula rasa. Il n'a rien dans sa conscience qui l'oriente vers le bien et le mal. Il existe comme ça, comme un fait. Il est posé dans l'existence. Ensuite, il va y avoir des a priori qu'il va recevoir. Donc une éducation qui va lui apprendre là où est le bien, là où est le mal, selon sa culture. Mais en réalité, si concrètement cette éducation a un rôle, puisque c'est le cas, ce sont des stéréotypes qui existent, concrètement, tout ceci n'est que stéréotype. L'existence précède la nature que l'homme va se donner par ses propres choix. Il choisit totalement librement et rien d'autre que les conséquences de ses choix, conséquences immanentes. Parce qu'évidemment, tel acte posé va avoir des conséquences. Si par exemple je sors avec une arme dans la rue et que je me mets à tirer sur tout le monde, eh bien, quelqu'un va me tirer dessus. Voilà une conséquence immanente. Et donc il en conclut que cette conception de l'homme est un humanisme. Parce que, en fait, par les peines, les souffrances qui viennent des conséquences immanentes des actes que nous posons, eh bien peu à peu,
L'homme comprend qu'il ne faut pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas subir. Et donc, selon lui, la conscience morale est une construction de l'observation de ce que produisent nos actes libres, uniquement. C'est pour contrer les critiques de ceux qui disaient « Alors, si on est libre de faire quoi que ce soit, c'est l'anarchie. On va obtenir un monde de sauvages », qu'il écrit son livre qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme », un petit livre où il développe cette thèse-là. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Jean-Paul Sartre défend quelque chose d'encore plus radical que la thèse qui dirait que la conscience morale est le fruit de l'éducation et d'elle seule. Il va jusqu'à dire qu'un homme libéré, sa conscience morale est le fruit de ses actes libres et de eux seuls. Les conséquences de sa pensée, on le sait, c'est en mai 68. C'est l'idée que tout ce qui a été appris par les pères, donc l'amour de la patrie, l'amour de la famille, l'honneur, l'obéissance au chef, à l'État, tout cela, c'est des stéréotypes. C'est une éducation bourgeoise. Et qu'il faut donc se repenser dans sa jeunesse par la morale de ses actes libres, individuellement posés. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce que je voudrais faire maintenant dans cette troisième partie, c'est évidemment aborder le sujet frontalement, en philosophie réaliste. La philosophie réaliste, elle s'appuie sur des auteurs, pourquoi pas? Mais elle a un maître en premier, c'est l'observation du réel, tel qu'il est. Et donc, il faut observer l'être humain, je dirais l'accumulation de l'expérience acquise depuis que l'humanité existe, dans les livres, mais aussi le comportement qu'on observe chez les êtres humains vivants, pour pouvoir répondre à la question. Alors d'abord, premier point, est-ce que la conscience morale qui fait qu'un enfant, puis un adulte, pose un acte et se refuse à poser d'autres actes, a un rapport avec l'éducation? La réponse est bien sûr oui, l'éducation a quelque chose à voir là-dedans. Et je dirais même une pré-éducation. Ça veut dire que quand on analyse des êtres humains, on se rend compte qu'avant d'avoir sa phase de liberté, l'être humain, petit enfant, a une phase qui ressemble à celle des animaux et qu'il doit recevoir certaines limites comme le font les animaux qui sont proches de l'homme. On peut appeler ça une pré-éducation. Si par exemple un petit enfant de moins de 2 ans n'a reçu que de l'amour, et dès qu'il demandait, il obtenait, personne ne lui mettait des limites, il est tout petit, il pleure, donc on lui donne, eh bien, il va s'avérer qu'il a construit dans sa psychologie une espèce de base qui lui dit « je suis le maître de mon destin ». Et lorsque les parents veulent remettre de l'éducation vers l'âge de 3 ans, ça va être quelquefois terriblement difficile, et quelquefois ils ne vont pas y arriver. Si bien que des nounous, on le voit à la télévision avec Super Nanny, essayent de reprendre des parents comme ils le peuvent, compris cette espèce de fausse direction d'une liberté totale, en leur expliquant comment mettre des règles et s'y tenir. Des règles simples, mais des règles fondamentales. Donc il y a bien une prééducation où l'enfant obéit à ses parents, et comme ça il n'obéit pas à sa propre psychologie, à ses pulsions vers le plaisir, parce que c'est ce qu'il cherche un enfant. Sa psychologie ayant été calmée, modérée, alors va apparaître l'éducation des enfants qui va lui expliquer là où est le bien, là où est le mal, et qui peut l'expliquer de manière honnête, en disant que le bien, c'est de se comporter bien par rapport aux autres, de ne pas trahir sa parole comme on l'a donnée, quand on l'a donnée, de faire son travail comme il le faut et jusqu'au bout. Au contraire, il peut y avoir une éducation morale qui dit que le bien, c'est de voler aux riches et de ne pas se faire prendre, et que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Eh bien l'enfant, en fonction de l'éducation reçue, il va suivre. On voit donc que l'éducation a un rôle absolument important. Nous verrons après si ce rôle est déterminant au point qu'il n'y a rien d'autre. Alors, est-ce que la conscience morale que va développer l'enfant est exclusivement fondée sur l'éducation? Si c'était le cas, on pourrait dire il n'y a rien de différent avec un chien. On l'éduque, on lui apprend qu'il faut tuer les personnes qui ont un uniforme vert, eh bien il le fait, et il se contente de plaire à ses maîtres. En fait, à un moment donné, et principalement à l'adolescence, l'enfant n'est pas que dans l'obéissance. Il va poser lui-même des jugements, il va observer, et par son expérience et sa liberté, dans certains cas,
Il va suivre ou il va se détourner de ce qu'il a reçu. Alors, est-ce que ce rôle de ces choix libres va être exclusivement fondé sur un bien ou un mal objectif qu'il aurait dans sa conscience de manière innée? On doit reconnaître que non. Très souvent, c'est plutôt la façon dont se comportent ses parents avec lui. Si ce sont des bandits, mais des bandits généreux, qui lui laissent de la liberté, tout en lui faisant une vie heureuse, eh bien il va les écouter et les suivre. Mais si ce sont des gens honnêtes, mais extrêmement étouffants, qui lui empêchent toute liberté, qui exagèrent du côté de l'autorité, il est parfois possible qu'il s'en détourne, qu'il rejette les valeurs qu'ils lui ont appris, parce que quelque chose dans sa psychologie est exagérément tenu. Donc c'est compliqué. Cette phase-là, il n'y a pas que la liberté. La liberté se met en place plus tard. Une liberté qui peut juger indépendamment de cette enfance. Donc on le voit, tout se mélange. C'est pas facile à déterminer. C'est pourquoi une troisième cause va intervenir, qui a quelquefois un rôle plus important, plus profond que cette deuxième chose qui s'appelle l'expérience. À savoir les conséquences externes des actes posés, dont parlait d'ailleurs Sartre tout à l'heure, avec raison. Ça veut dire que si un enfant, on lui a appris que voler tous ceux qui ne sont pas de sa famille, c'est l'acte bon, et bien tôt ou tard, il va se faire prendre, il va faire de la prison. Il aura des sanctions, et des sanctions qui parfois peuvent être terribles. Ici, je parle des sanctions de la justice, mais lorsque les choses vont moins loin, par exemple qu'il vole ses camarades en classe, eh bien il héritera de cela, de la solitude, du rejet par les autres. On le traitera de voleur, de malhonnête, en tout cas dans certaines écoles où il y a encore une certaine honnêteté. Ainsi, peu à peu, les conséquences immanentes de nos actes qui se révèlent à l'extérieur peuvent faire réfléchir. Les peines sont source de prise de conscience. Et ça crée une conscience morale, peut-être une conscience de bandit, une conscience pas très fine, mais tout de même, ça a un impact, on ne peut pas le nier. Je me rappelle par exemple de ce compagnon de l'ennemi public numéro 1 français qui s'appelait Jacques Messrine, ce compagnon qui avait passé des années en prison, qui s'était tourné vers la voie de la malhonnêteté et qu'en avait payé en ayant passé peut-être 15, 20 ans en prison. Jacques Pès, il s'appelait. Et à un moment donné, ayant vieilli, ayant eu un enfant, il s'était rendu compte que la voie qu'il avait prise était sans issue. Ce qu'il voulait maintenant, c'est sortir et puis arrêter ses bêtises pour simplement s'occuper de ce qu'il estimait sa responsabilité, son enfant et sa femme. Eh bien, ça, c'est un apprentissage par l'expérience des conséquences immanentes de ses actes. Donc jusqu'ici, lorsqu'on regarde un petit peu les choses, finalement, j'en suis revenu à dire, je n'ai vu que des critères qui sont extérieurs à la conscience morale de l'homme, à son intelligence, à savoir l'éducation, des actes posés en fonction de ses parents par réaction ou par action, et puis les conséquences externes. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que, avant tout cela, il n'y a pas dans l'intelligence humaine quelque chose d'inné, une conscience du bien et du mal qui serait plus profonde, qui serait avant même l'éducation. Je voudrais, pour chercher sur ce domaine-là, raconter l'anecdote suivante. C'était un garçon de 10 ans, devenu adulte par la suite, qui me racontait l'expérience suivante qu'il avait fait étant petit. Ses parents l'avaient mis dans un conservatoire de danse classique. Et puis évidemment, ça ne lui plaisait pas. C'était un garçon qui était plutôt un battant, fait pour faire du judo, des sports de combat, plutôt que de la danse classique. Mais eux rêvaient de cela. Si bien qu'évidemment, ayant, je dirais, 99% de filles dans ce club, eh bien quelquefois, plutôt qu'aller faire ces répétitions très longues, où il fallait faire des mouvements, il partait dans les loges des filles, et puis il fouillait dans les sacs pour voler de l'argent. Et un jour, alors que le cours se termine, une petite fille, peut-être de son âge, 9-10 ans, arrive dans sa loge, trouve que son argent a disparu. Et c'est une catastrophe, elle se met à pleurer, parce qu'elle devait prendre son bus avec. Et le professeur de danse, très attristé, dit « Quelqu'un va fouiller dans les loges pendant les répétitions. Qui est-ce qui l'a fait ?» Et ce garçon se souvenait plus tard que lui-même participait à ce scandale en disant « C'est honteux, comment peut-on faire ça à une petite fille si gentille ?» Et c'était lui qui avait volé. Eh bien, des années plus tard, devenu adulte,
le souvenir de ce qu'il avait fait, de ce qu'il faisait dans cette scène-là, était lancinant. Ce n'était pas une conséquence externe. Personne n'avait remarqué que c'était lui le voleur. C'était une conséquence interne douloureuse, comme une souffrance inexplicable qui ne vient pas de la honte, que je l'ai dit, mais qui venait de son intelligence qui savait qu'il avait fait le mal. De la pitié aussi pour les larmes de cette petite fille et de son attitude profondément hypocrite puisqu'il cherchait avec elle le voleur. Il y avait donc une souffrance. Eh bien, cette souffrance qui semble avoir une source immanente à l'âme de ce garçon devenu plus tard un homme, cette souffrance est décrite par saint Thomas d'Aquin sous le nom de la syndérèse. S-Y-N-D-E-R-E-S-E. Comment est-ce que fait saint Thomas et ses prédécesseurs qui l'ont découvert pour parler de cette faculté, non plutôt de cette propriété de l'intelligence dans son action particulière qui s'appelle la conscience morale? Eh bien, à partir de son effet. Ça veut dire qu'on constate chez certains êtres humains, lorsque le mal a été commis, cette douleur profonde dans l'intelligence qui ne passe jamais. Et c'est quelque chose, je dirais, qui s'est imposé au XXe siècle. On pourrait raconter, par exemple, l'histoire de ces jeunes soldats formés dans les Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale, habitués dès leur jeunesse à tuer des petits chiens, à les faire souffrir, à les entendre crier et à en rire, et qui sont après mis par Himmler dans ce qu'on appelle des Einsatzkommando, ça veut dire des commandos spéciaux pour aller tuer avec des fusils et des revolvers des juifs en Europe de l'Est à partir de 1941. Eh bien, Himmler, recevant des rapports de tous ces commandos, qui ne sont pas nombreux, mais qui passent leur journée à abattre, comme on le fait à la boucherie, des êtres humains. Himmler est obligé de constater que ces hommes vont mal, qu'il y a des suicides, de l'alcoolisme, de la folie et des désertions. Devant une telle catastrophe, eh bien, il essaiera d'inventer une solution finale, et c'est comme ça que les chambres à gaz où on ne voit pas les pauvres gens agoniser seront inventées par les nazis. Des milliers d'expériences comme cela que chacun peut faire dans sa vie, ne serait-ce que par sa conscience de ce qu'il a fait de mal, et de mal objectivable, qu'il peut juger, eh bien, des milliers d'expériences manifestent que il semble faux de dire, comme le dit Sartre, que l'homme est une table rase, sur l'intelligence de qui rien n'est écrit. Il semble bien au contraire que, non seulement il y a cette psychologie, qui, comme les animaux, est orientée vers le bien de son espèce, qui ne supporte pas la honte, mais il y a aussi dans l'intelligence une orientation profonde vers le bien. Et pas n'importe quel bien, un bien objectivable. Alors pas objectivable à 100%, mais au moins sur des principes fondamentaux, comme par exemple ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même. Le fait que si on considère qu'un juif n'est pas un être humain, on constate, l'intelligence constate que c'est pas vrai, c'est un être humain. Et donc, le tuer torture la conscience. Donc, toute une série de lois comme ça pourrait être déterminées. Je peux citer par exemple, quand on donne sa parole à quelqu'un qu'on aime, ne pas le trahir. C'est quelque chose qui semble une loi fondamentale de la conscience humaine aussi. Parce que dans ces trahisons, les effets de la syndérèse se traduisent par les angoisses les plus profondes. S'il n'y avait pas une source immanente de la conscience morale, alors quelqu'un qui a fait le mal et qui jamais n'a été repéré, comme le faisant, n'éprouverait aucune souffrance, aucune famine intérieure. Et ce vide de l'âme profond qui disparaît lorsqu'une personne fait le bien. Alors, je voudrais manifester l'existence de cette syndérèse par une autre histoire qui illustre bien, en tout cas, ce qui se passe dans notre société actuelle. Il y a des lois positives prises par les États qui peuvent, parfois, être profondément contre nature. On le voit bien lorsqu'on parle du Troisième Reich, de ce qu'il a fait, et par exemple l'élimination des handicapés. Seulement,
à notre époque et à chaque époque, la loi qui est posée et qui est évidemment acceptée par la majorité va paraître en fonction de l'époque une loi bonne. Et certains protesteront en disant « la loi étant votée, forcément l'acte est bon ». Je voudrais donc parler d'une des lois qui est emblématique de notre société, les lois sur l'avortement. Au départ, elles sont posées par Simone Veil dans une perspective qu'est la Saint-Thérèse, c'est-à-dire comme un moindre mal dans certaines circonstances graves, quand il y a détresse telle qu'on ne peut pas faire autrement, l'handicap, le viol, etc. Ce sont des cas particuliers. C'est ainsi que Simone Veil la pose en France dans les années 75. Et puis voilà que, en 2015, donc je dirais, alors qu'en principe l'expérience a pu donner du recul, le gouvernement socialiste de François Hollande décide d'enlever la semaine de réflexion que les femmes, qui était imposée aux femmes par avant, et aussi d'élaborer une peine pour incitation à ne pas avorter. Ça veut dire que sur la revendication de certaines femmes, l'avortement devait être considéré par la loi à l'égal, je dirais, d'une contraception simple, qui enlève quelque chose d'extérieur au corps, un simple corps physique indésirable. Les choses semblent donc objectives et actées et définitives. Et voilà que sur un plateau de télévision, un prêtre catholique apparaît et dit « Attention, ce n'est pas une simple verrue, c'est un enfant en devenir. » Et ce prêtre-là, évidemment, n'est jamais réinvité et est accusé par des associations féministes d'une violence morale inconsidérée. Pourquoi est-ce qu'il y a violence morale dans ce qu'il a dit? Parce qu'en fait, il touche à quelque chose qui fait partie de la nature féminine, la certitude intime que, évidemment, ce n'est pas une verrue, ni un ovule qui passe, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui a rapport avec un être humain. L'intelligence a beau le nier, la loi a beau poser que c'est n'importe quoi, que c'est autre chose, les choses sont là, indépassables semble-t-il. Et les syndromes post-avortement se développent un peu partout. Eh bien, cet exemple-là est un autre exemple, sans doute, de la Saint-Thérèse. Ça veut dire du fait que la conscience morale n'est pas exclusivement le fruit de l'éducation et qu'une éducation qui va dans le sens inverse de la Saint-Thérèse, d'une nature profonde, qui est là plus qu'intellectuelle, qui est animale, c'est-à-dire c'est la sensibilité maternelle même qui est atteinte, ne peut pas réformer les choses. Alors, quelle conclusion poser? Eh bien, tout simplement, en revenir à la question qui avait été posée dans l'introduction. Si la Saint-Thérèse n'est pas simplement le fruit de l'éducation, si elle a une base innée, alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un bien et un mal objectif? Je crois qu'on peut répondre à cela que on ne peut pas séparer l'homme de tout ce qu'il est, corporellement, psychologiquement, spirituellement, et que, visiblement, le réduire à un individu qui choisirait tout à fait librement le bien et le mal, et qui changerait d'avis en fonction de ce qui se prend en retour dans la figure, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la nature humaine. L'être humain, par son corps, est un animal social, grégaire, donc qui vit avec une communauté, et n'importe quel comportement n'est pas possible. C'est commun avec les animaux. Mais en plus de ça, dans sa vie spirituelle, je dirais, il y a certaines choses qui sont évidentes et que la civilisation peu à peu a formalisées dans le sens du bien. Par exemple, ne pas trahir celle ou celui avec qui on s'est engagé dans sa jeunesse. Ne pas abandonner ses vieux parents qui ont donné leur vie pour nous élever. Ne pas se débarrasser de ses enfants. Des choses de bon sens que les animaux eux-mêmes, parfois, en tout cas les animaux supérieurs, appliquent. Le problème, c'est qu'eux le font par instinct et que l'être humain est livré à sa propre liberté. Je voudrais ajouter un dernier point qui, je dirais, élargira notre débat. Il est vrai que cette idée que l'homme est un individu totalement libre, un singleton dans la société,
qui ne se construit que par ses actes, est venue du matérialisme athée. Ça veut dire l'idée qu'il n'y a aucun projet à l'origine de la nature humaine, mais que ça vient du hasard et de l'évolution, permet logiquement de conclure que sa propre liberté doit permettre de se construire soi-même comme on le veut, dans la mesure où on ne nuit pas à autrui. L'idée, par contre, qu'il y a un créateur et qu'il y a un projet et éventuellement un jugement dernier sur le bien et le mal commis, l'attention aux autres, est une chose qui structure cette syndérèse dans l'axe du bien. Pour signifier ce fait, dans le temps, les gens avaient un proverbe. Il est quelqu'un sans foi ni loi. Parce que quand il n'y a pas de foi, la seule loi devient celle de son plaisir tant qu'on est jeune, avant de retourner au néant. Comme le montre le livre de la sagesse au chapitre 2, c'est un livre biblique qui décrit bien le mécanisme.